Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cartes sur table sur Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, je suis avec Astier. Comment ça va, Astier? Et bonjour à tous, ça va bien et toi? Oh bah ça va très bien. On va vous parler d'un deck aujourd'hui que j'ai très hâte de jouer. J'ai un peu testé et tout, mais il a l'air très sympa. Un deck avec un nouveau leader du set 2. C'est Kira avec la base verte laboratoire conversion d'énergie. On se voit tout de suite pour en discuter. Du coup, comme j'ai dit, on a pris Kira avec le laboratoire de conversion d'énergie. Déjà, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que fait ce leader et pourquoi tu as choisi cette base avec? Alors, ce leader, il est un peu particulier. Si vous lisez l'article, vous verrez que, en fait, il vient du fait que sa capacité, elle est vraiment très originale. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu. Enfin, entre guillemets, là, on le voit aussi avec le Han Solo. C'est le nouveau Han rouge. C'est le fait de pouvoir booster là nos unités, mais en les blessant. Donc ici, on va infliger 2 dégâts à l'unité amie et typiquement, on va lui donner un jeton bouclier. Alors, de base, ça pourrait paraître un petit peu bizarre. On va rendre nos unités plus faibles pour juste les protéger. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le jouer sur les unités qui sont aplomb. Parce que du coup, une aplomb 1-3, vous allez lui mettre 2 dégâts, donc elle va passer en 3-1, plus un bouclier. Ça va vous permettre d'aller gérer d'autres unités adverses. En fait, tout le principe, ça va être d'être un deck plutôt contrôle avec les unités que vous avez sur le board. Et après, bien sûr, quand il n'y a rien à gérer, d'aller taper dans la base. Pourquoi est-ce qu'on joue ce laboratoire de conversion d'énergie? Tout simplement pour pouvoir surprendre avec certaines de nos unités et aller faire des trades sur l'adversaire. Parce que je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir l'avantage sur le board. Or, on va prendre tout ce qui est en notre capacité, en notre, comment ça s'appelle, à notre disposition pour pouvoir le faire. Ouais, parce que tu disais que c'est un deck contrôle avec de la gestion de board par les unités, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je tiens à préciser en tant que joueur contrôle. On n'est pas sur du contrôle à la Eden. On n'est pas sur vraiment un truc où on va juste empêcher l'adversaire de jouer et on va le finir à la meule, à la fatigue ou avec juste une grosse unité en disant voilà, tu ne peux plus jouer. Là, c'est quand même un deck qui peut normalement finir les parties plus tôt. Ah En oui, il n'y a fait, rien à voir là. c'est un mid-range presque. Enfin, c'est un mid-range qui Totalement. porte vers le contrôle. Et pour les gens qui ne connaissent pas forcément les archétypes, mid-range, ça veut dire que c'est plutôt un deck qui, face à de l'aggro, va jouer contrôle, face à du contrôle, va jouer aggro. C'est un deck qui est au milieu du range, d'où son nom. Et c'est vrai que du coup, ce deck-là a cette option pour les gens qui veulent un deck aggro, mais qui veulent pouvoir terminer des parties plus tôt et pas juste aller à la fatigue et se forcer d'aller à la fatigue. Kira est une réponse à ça, comme l'était à l'époque le Vador bleu du set 1 aussi. Donc c'est ces decks qui ont des options pour terminer les parties plus tôt, malgré le fait d'avoir un gros aspect contrôle. Exactement. Après là, la difficulté du leader, ça va résider surtout dans son déploiement. Parce que qu'en fait, quand elle se déploie, donc c'est une 0,8. Lorsqu'elle se déploie, donc quand vous avez 5 ressources au T4, vous allez pouvoir vous healer toutes les unités sur le board, donc même les vôtres et celles de votre adversaire. Et après, vous allez leur infliger la moitié de leur point de vie arrondi à l'inférieur. Donc vous, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir soigner toutes vos unités et potentiellement leur réinfliger des dégâts pour faire proc les aplombs, ou alors les dégâts vont partir dans les boucliers. Et c'est surtout que ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir le jouer lorsque votre adversaire aura joué ses grosses unités. Donc, par exemple, je vais dire une bêtise, mais l'adversaire joue un Obi-Wan en 4-6, vous déployez l'Akira, mais le Obi-Wan, il est directement 4-3. Donc, avec la moindre unité que vous avez, vous pouvez aller le trade. Vous l'aurez compris, donc Kira, on va pas la déployer dès qu'on atteint les 5 ressources. On a cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de l'ennemi, mais l'intérêt, c'est de pouvoir la déployer pour pouvoir aller gérer les grosses unités adverses le plus tôt possible. Mais attention, ne la déployez pas juste pour la déployer. Ça ne servirait pas à grand-chose. Puisqu'en plus, c'est une 0,8. Donc, quand elle est déployée, elle arrive sur le terrain en 4-4 grâce à son aplomb. Donc, elle est à portée de tous les maîtres au tapis, de beaucoup de cartes en embuscade wall. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de la jouer s'il n'y a pas d'unité en face à affaiblir. Et en plus, sachant qu'il y a aussi des combos à jouer, notamment sur le tour 5, si on la déploie, etc. On rentrera dans ces détails un peu plus tard, mais il y a des situations où, en effet, cet effet va vous permettre de nettoyer rapidement le board adverse. Mais on en parle juste après. Déjà,
pense qu'on a fait le tour sur la base et autres. Oui, C'est oui, juste oui, en totalement. détail. On va parler donc de la main de départ et du mulligan. Comme on disait, c'est un deck où on a beaucoup d'unités à plomb. Dans ta liste, du coup, tu as joué sur ça, hein, notamment tu as mis l'exécuteur Ilobon, qui est une nouvelle carte qui a été rajoutée, le poursuivant en motojet, qui est aussi une carte qu'on jouait beaucoup plus dans le Grand Inquisiteur au 7-1, qui était un de Mm. ces d'ailleurs, un de ces leaders qui était à l'époque le seul leader qui pouvait t'infliger des dégâts à ses unités pour gagner des bonus, et le bon vieux Inferno 4. Ouais, bah alors là, typiquement, le meilleur terrain que vous ayez, c'est l'exécuteur Ilobon, puisque vous le jouez pour 1 au tour 1, c'est une 1-4. Donc certes, il y a une prime, mais vous le jouez, et après vous faites pour votre autre ressource l'action de Kira. Donc vous lui mettez 2 dégâts et le bouclier. Donc c'est une 3-2 bouclier au tour 1 qui peut aller gérer n'importe quelle unité qui aura été jouée par l'adversaire, puisque au tour 1, il n'y a que l'unité à 3 de vie maximum, il y en a à 4 comme les C3PO ou les R2D2, mais c'est pas les unités que vous verrez le plus. Le poursuivant motojet, c'est également une bonne option. C'est une 1-4, vous pourrez pas la boost de suite, mais soit vous irez trade au tour d'après, soit vous la boosterez pour aller trade. Et enfin, si vous avez aucune de ces deux cartes et que vous avez l'Inferno 4, vous pouvez jouer l'Inferno 4 pour pouvoir contrôler un petit peu ce qui va venir plus tard. Par contre, voilà, c'est un peu caché, mais si vous n'avez aucune de ces 3 cartes en main de départ, il faut mulligan. Avec votre ce deck, si vous êtes dans le contrôle de board, vous ne pouvez pas vous permettre de ne rien jouer autour. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et à quel point, là je te pose la question, c'est peut-être un peu too much dans la réflexion, mais à quel point justement, si tu sais que tu as une de ces unités, mais que tu as pas forcément de play tour 2, tour 3 derrière, tu te dis, je vais mulligan, je vais quand même normalement retrouver de quoi jouer tour 1, mais il faut aussi que j'ai de quoi enchaîner derrière. Ou est-ce que tu te dis, bah, c'est pas grave, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose tour 1, peu importe si j'ai pas de quoi enchaîner, je trouverai forcément de quoi enchaîner en piochant mes 2 cartes par tour de Ouais, toute façon. moi je suis plus dans cette optique-là. Si je l'ai, même si derrière c'est pas fou, Mm. je garde comme ça. Et du coup, une question un peu annexe et qui va faire une transition avec la suite, ça va être du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de ressourcer dans cette première main? Est-ce que du coup, tu as des unités plus gros, des gros finishers que tu veux ressourcer, ou justement, est-ce que le deck a été construit, je vois notamment avec pas mal de cartes contrebande, donc est-ce que tu essaies quand même d'avoir dans cette main de départ des contrebandes, et c'est ça où tu te dis, je vais directement le mettre en ressources pour être tranquille, et j'essaye quand même de garder du late game pour avoir mes options de late game en main. Bah totalement. Alors si j'ai des cartes contrebande, je les mets de suite en ressources, ça sans hésiter un seul instant. Même s'il y a des moments où ça peut être plus optimal, mais elles sont faites pour ça. Et après, en effet, si j'ai vraiment des unités à 5-6, bon, je les mets en ressources parce que c'est peut-être pas le truc le plus optimal à ce moment-là. C'est sûr que plus tard, on risque de le payer. Mais il vaut mieux garder ces tours 1, tour 2, tour 3 plutôt que de garder un potentiel tour 6 hypothétique. Si on est mort avant, ça sert pas à grand-chose, quoi. Non, mais surtout que c'est ce qui est intéressant avec ces mécaniques de contrebande, c'est qu'en plus les cartes que tu as choisies, je pense notamment Intervention opportune et First Light, c'est des cartes dont le coût n'est pas ou peut changer avec contrebande. First Light, que tu le joues de ta main ou que tu le sortes en contrebande, ça va être le même coup, même s'il a son effet secondaire d'infliger des dégâts à une unité amie. On revient très rapidement Ouais, dessus alors après. attention, Mais ça c'est dans le coup, hein. Ça veut dire qu'il faut le hmm. faire avant de déployer First Light. Vous pouvez pas déployer First Light et lui mettre les dégâts sur lui-même. Ça, c'est pas, vous n'avez pas le droit. Par Par contre, contre, les 4 dégâts, c'est très bien, parce que vous allez jouer soit sur une unité à plomb, soit vu que votre leader fait que vous gagnez beaucoup de boucliers, souvent vous allez faire partir les 4 dégâts dans un shield. Donc c'est pas c'est ça. gravissime. C'est assez facile en effet de l'activer, surtout un ou deux tours après que la Kira soit déployée, avec plein d'autres unités qui sont blessées, etc. C'est une très bonne carte à utiliser sur ces moments-là. Moi, je pensais aussi à Intervention opportune, du coup, qui est au final une mini ECL, puisqu'elle permet de jouer une unité de Ouais. ta main et de lui donner embuscade. Pour deux, en vrai, c'est un coût assez raisonnable depuis tes ressources. Sachant que c'est souvent quelque chose que tu vas avoir envie de faire plutôt en late game, donc à un moment où tu as presque trop de ressources. J'exagère en disant trop, mais c'est souvent le moment où tu auras plus de ressources que de cartes en main. Oui, c'est ça. Bah, en fait, souvent, vous allez voir, vous allez le jouer quand vous allez avoir Ruk. Alors, Ruk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Assassin de Throne, c'est une 3-6 pour 5 qui arrive avec le bouclier. Et lorsqu'elle inflige des dégâts de combat à une unité non leader adverse, elle la tue instantanément. En Donc, attaque. tout le principe, c'est d'aller justement gérer la grosse menace adverse en envoyant le Ruk dedans. Après, vous avez d'autres, comme toujours, vous avez d'autres unités en fonction des circonstances, mais vraiment, vous allez cibler Ruk avec. Donc, oui, en effet, ça se joue sur un tour 7, quoi. Ouais, moi je pense notamment au Dragon de Crate. Je trouve que Ruk est une des meilleures réponses au Dragon de Crate. Hein. Avec le CL, ça ne coûte que 5. Vous perdez 5 points de vie, mais le Dragon de Crate est mort.
Mais voilà, c'est plutôt des petits tricks liés à la base et à cette carte au final sont les mêmes effets. Ensuite, donc on va parler de la partie plutôt contrôle du deck, hein, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait des petits combos à faire, notamment quand les unités ennemies étaient déjà blessées. J'avais spécifiquement en tête le barrage dévastateur. Barrage dévastateur, pour ceux qui connaissent pas, c'est une carte pour 5 qui donne +2/+2 à une unité de votre choix, puis elle inflige des dégâts équivalents à son attaque, répartis comme vous le voulez entre n'importe quelle autre unité, y compris du coup unité adverse et allié. Bon, allié, il y a moins de raisons de le faire. Mais par exemple, vu que c'est sur le même tour que celui où vous jouez Kira, vous pouvez déployer Kira et ensuite utiliser le barrage dévastateur sur elle pour infliger 6 dégâts répartis sur tous les adversaires. Vu que vous les avez tous mis à mi-PV, ça peut très facilement clean un board, selon la façon dont l'adversaire a joué, s'il a attaqué, selon comment vous timez. Et c'est un peu la même chose sur la vigilance, je te laisserai parler plus en détail sur la vigilance juste après, mais vu que la vigilance est sur les PV restants, vu que vous venez de mettre potentiellement la moitié des PV aux adversaires grâce à Kira, bah ça permet aussi de clean up des unités. Tu parlais tout à l'heure d'un Obi-Wan qui va être 4-6 ou des unités qui ont 5 ou 6 PV. Elles deviennent à portée de vigilance après le déploiement de Kira. C'est pour ça que Kira, il est vraiment important de bien timer son déploiement et de pas le faire vraiment au moment où vous vous dites oh bah c'est tour 5, faut que je la déploie. Non, il y a beaucoup de combos dans le deck, donc notamment le vigilance, barrage dévastateur, je pense à Snoke aussi, qui sont beaucoup plus efficaces si vous venez de jouer Kira en fait. Non, ouais, c'est ça. Après, le barrage, si vous avez déjà vu la vidéo sur les tops du set 1, vous savez que la carte est excellente, hein. Vous boostez une unité qui va aller gérer de manière vraiment très libre les unités adverses. Vous avez le vigilance, ben, la vigilance forcément. Bon, les vigilances, normalement, les options que vous allez choisir, il y en a pas 50, hein. Souvent, on va aller gérer une unité adverse tout en se soignant de 5 HP. On peut mettre aussi le bouclier sur l'Akira, aller pour la protéger, mais c'est rarement ce qu'on va faire puisque l'Akira donne déjà le shield à toutes les autres unités. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix, mais c'est une carte qui est plutôt sympa. Et après, bien sûr, vous avez le traître. Alors le traître qui est excellent, puisqu'on est dans une méta où il y a beaucoup d'améliorations, notamment qui sont jouées donc, sur les Mandaloriens, sur les Yoda Tour 3. Donc vous avez beaucoup d'unités à 1, 2, 3 qui sont boostées par des améliorations. Donc ça peut être très intéressant à aller chercher. Et également d'aller chercher le fameux TIE Phantom qui ne peut pas être géré par les cartes adverses. Donc ça, typiquement, lorsque le TIE Phantom, vu qu'il ne peut pas être géré, souvent les adversaires, pardon, les joueurs n'hésitent pas à le boost ou à l'améliorer. Donc avec ça, vous le prenez et voilà, basta. En fait, c'est déjà une très bonne carte et je trouve qu'avec le set 2, c'est une encore meilleure carte que ce qu'on était avant. Oui, parce que Donc voilà, il n'y a pas justement, 50 cartes. avant la difficulté aurait été ça coûte 5, donc assez cher. Mais vu que maintenant, comme tu l'as dit, les cartes sont boostées, ça compense ce surcoût par rapport au fait de piquer l'unité adverse. Déjà que ça donnait une sorte de card advantage de récupérer. Après, il faut aussi voir à quel point on est dans une méta où les adversaires vont avoir des removals sur les spécifiques, sur les améliorations. Je pense au chasseur fang, etc. C'est une carte qui est hyper intéressante, mais qu'il faut pas hésiter à side out, donc retirer de votre deck principal et mettre dans le side, si vous savez que vous jouez dans une méta où il y a beaucoup de gens qui ont de quoi gérer les améliorations. Parce que la carte est hyper forte, mais c'est vrai que jouer une carte qui coûte 5, si en échange le gars en face va jouer son gros bras de la pègre ou le gros bras de la cantina, je sais plus, la carte pour 1 qui renvoie l'amélioration dans la main, bah là vous venez de perdre 4 ressources. Donc c'est un peu triste. Mais voilà, faut juste prendre ça en compte quand vous la jouez. Et de toute façon, comme on le dit à chaque fois, faut penser à adapter vos decks à la méta dans laquelle vous jouez. Nous, on vous présente des bases, on vous présente des réflexions, des choix. Après, il faut toujours adapter par rapport à ce que vous avez en face. Ensuite, bah, les finishers du deck, parce que là, pour le moment, on a présenté des choses rigolotes. On a présenté comment on contrôlait, on a présenté comment on avait des buddies, comment le héros marchait. Mais j'ai bien noté que Vigilance, on n'a pas dit oh bah oui, la défausse du deck adverse. Non, non, ça c'est pour les autres decks bleus. Pour celui-là, Non, on ouais, c'est met vrai des que baffes la dans la défense, tête. on n'en a pas parlé, ouais. Oh, Non, bah, bah là, on arrive sur les gros c'est pas ce poissons. gameplay. C'est pas ce genre de contrôle. Mais d'ailleurs, vous l'avez vu, les cartes contrôle, il n'y en a pas 50, il y en a 3. Après, vous allez contrôler avec vos unités. Donc, totalement, bah, typiquement, avec le Vador, il va venir contrôler les unités adverses en venant infliger donc, de gros dégâts à une unité qui est déjà endommagée ou une unité qui a déjà 5 PV. Bien évidemment, avec le Vador, dedans, je vous ai mis le petit Phase 3 Dark Trooper qui va venir protéger notre Vador, ou alors vous pouvez tout ça très bien ramener un Inferno 4, le garde auxiliaire, enfin, l'Hippolon Enforcer, le Scoot Bike, vous pouvez ramener le client, etc. Enfin,
il y a plein de choses qui sont plutôt intéressantes, mais bien évidemment, le tout, c'est de le protéger avec le phase 3. Mm. Après, vous avez le gauntlet du clan saxon. Alors, le gauntlet, il est intéressant parce que ça va être une 4-5 sentinelle pour 6 qui est relativement solide. Et surtout que lorsqu'elle est attaquée, forcément, c'est ce qui va arriver, vous pouvez donner un jeton expérience à n'importe quelle unité. Donc, soit si vous voyez que vous allez mourir ou vous voyez que votre attaquant a 5 PV, vous vous boostez pour pouvoir le down. Ou alors, si vous voyez que c'est pas une énorme menace, bah, vous pouvez booster vos autres unités. Donc, c'est, je trouve, une sentinelle qui est relativement intéressante. Ouais, bah Et surtout, enfin, juste en la boostant, ça te met par exemple hors de portée d'un Fire Spray ou de choses comme ça qui sont des cartes spatiales qu'on voit ouais, c'est régulièrement. ça. Exactement. Exactement. Et enfin, bah, vous avez le Supreme Leader Snoke, lui qui vient vraiment à la fin pour en général entériner les decks aggro ou autres. Mais lui, il est vraiment intéressant. Enfin, pour 8, c'est une petite 6, c'est déjà assez solide. Pas des stats énormes non plus pour 8, mais c'est surtout que moins 2 à chaque unité ennemie non leader, bah, c'est super fort. Ça va réduire drastiquement le potentiel de dégâts adverses. Ça va quasiment empêcher une unité sur deux d'être sortie. Enfin, tout ce qui est early de tour 1, tour 2 d'être sorti, puisque bah, les PE vont directement être réduits à zéro. Donc vraiment, quand le Supreme Leader Snoke, si l'adversaire n'a pas de contrôle derrière, compliqué de reprendre le board. Bah, surtout, comme on disait tout à l'heure, quand tu déploies ta Kira et tu mets tout à moitié l'HP, ça fait que toutes les unités qui ont 4 PV ou moins de l'adversaire sur un tour de Kira plus Snoke meurent. En fait, il y a juste qu'on se dit que ça commence à atteindre 4 PV ou moins, ça devient très violent en fait. Et même Ouais, c'est hors ça. de ça, ça ralentit beaucoup les menaces adverses parce que même les grosses unités ennemies qui vont avoir 4 ou 5 d'attaque, bah tout d'un coup elles se retrouvent à avoir 2, 3 d'attaque parce que c'est moins 2, moins 2. Donc on peut très vite être safe et se protéger. Tu parlais aussi du taille fantôme, bah ça détruit le taille fantôme parce que c'est de la baisse de stats et pas du dégât. Donc il y a plein de choses Exact. comme ça en fait qui vont s'activer juste avec l'existence de Snoke. Je pense que c'est une très très bonne carte qui va avoir sa place, notamment bah, là, dans une méta où qui commence à se diriger vers beaucoup de Boba en plus. Et je trouve que c'est une très bonne carte face au deck Boba, notamment parce qu'ils ont toutes ces petites cartes de début de game avec pas forcément beaucoup de points de vie, mais des gros qui mettent des grosses baffes. Là, je pense, j'ai le Cloud Rider, les Grido, les choses comme ça. Tout ça, c'est juste mort avant de toucher le sol. Et vous pouvez lui mettre un bouclier. Totalement. Après, il faut voir contre quoi vous jouez, parce que ça le met à portée de plusieurs cartes qui font qu'il a 4 PV moins, Ouais, etc. moi, je suis pas fan de faire Je suis pas fan de l'effet mettre de des faire dégâts le fait. à Snoke pour ça, mais face à des match-ups où vous savez qu'il n'y a pas de justement removal de tant de PV ou moins ou de choses comme ça, bah là tout de suite, ça peut être intéressant au contraire si l'adversaire a du board de dire bah là tout d'un coup tu dois gérer un bouclier de plus avant de le tuer. Donc faut voir. Je suis en effet pas hyper fan, mais il faut aussi dire que c'est une option dans certaines situations. Donc cette catégorie que tu as nommée les petits plus, qui sont donc des cartes qui permettent qui sont un peu des cartes tech on va dire, qui vont être dans le deck. Ouais, c'est les petites cartes qui viennent combler, qui sont peut-être pas forcément les cartes les plus évidentes, mais vous avez le client qui est plutôt sympa, c'est une 2-5 qui est protégée, donc au tour 2, c'est plutôt costaud au niveau point de vie, mais surtout que là, bah, ça va complètement arrêter les decks aggro, puisque les decks aggro, ils vont être obligés de venir soit vous gérer le client, soit tous les tours, vous allez vous heal de 5 PV sur la base, donc autant dire que, bah, sachant que vous contrôlez le board adverse avec vos trades, l'adversaire, il va vite s'enrayer plutôt Mm. intéressant. Vous avez un beau, une 3-4 pour 3. Moi, je trouve que c'est sympa parce que cette unité, quand elle termine une attaque, donc, si le défenseur il a été mis, vous pouvez soigner jusqu'à 2 dégâts d'unité, donc lui-même. D'autres unités que vous voulez protéger plus amplement. Enfin, je trouve que la carte est plutôt intéressante. C'est peut-être pas la carte que tout le monde mettrait dans le deck, mais moi j'aime bien. Elle a déjà fait son travail sur certaines parties. Elle est plutôt cool. Bon, par contre, autorité légale, c'est plus complexe, puisqu'autorité légale, donc lorsque vous l'attachez à une unité, l'unité à laquelle vous l'avez attaché va capturer une unité non leader ennemie, mais qui a une puissance inférieure à la sienne. D'ailleurs, dans Donc, le side, je vois que tu as dit notamment ennemi public x2. On a, comment dire, il y aura l'article il y aura l'article sur le blog, hein, donc vous verrez tout, ouais, toujours, vous hein, verrez toujours. tout. Ennemi public, hein, juste une façon de rajouter des boucliers au final. Ouais, exactement. C'est exprès pour ça. Alors, c'est si on est en face d'un deck aggro que je le fais Mm. pour pouvoir, en fait, au final, vu que c'est un deck aggro, on sait qu'on va facilement gérer les unités adverses. Et l'objectif, ça va être de rajouter des boucliers à nos unités pour faire encore plus de trades face aux unités adverses. Donc ça, c'est en cas de deck aggro. Vous allez voir souvent que c'est contre les decks aggro. Typiquement, j'ai aussi rajouté le client
Donc, je l'ai rajouté encore une fois face à des decks aggro. Le fer prisonnier. Alors là, le fer prisonnier, là, justement, on va remplacer l'autorité légale par le fer prisonnier. Mais faire prisonnier, lui, c'est si jamais on est face à un match-up mid-range qui va jouer beaucoup sur les unités, sur les améliorations, etc. L'objectif, ça va être de les capturer le plus vite possible. Et là, on va pas s'embêter avec la puissance parce que si elle est améliorée, elle a beaucoup plus de puissance pour pouvoir, de un, le capturer, le ralentir au maximum et faire péter ses améliorations. Ouais. Après, face à un deck capture, donc souvent les decks Jabba, les decks Pegre, etc., ben, l'évasion inattendue avec l'artwork là, de Kylo Ren, elle est cool parce que soit pour un, elle permet d'incliner une unité, donc ce qui est plutôt cool, ça ralentit vachement le deck adverse. Et en plus de ça, s'il y avait une unité qui était capturée, hop, vous la récupérez. Donc ça a ce petit double effet qui se coule, parce que même s'il n'y avait pas la capture, pour un, incliner une unité, c'est génial. Donc là, vous l'inclinez et en plus vous récupérez votre carte. Plutôt cool. Et en effet, la carte traître, là, c'est si jamais on se retrouve face à un deck où on voit que le deck joue beaucoup d'améliorations, soit avec les Mandaloriens, avec un deck force, avec les chasseurs de primes, la pègre, etc. Ben, vous en faites rentrer un troisième pour être quasiment sûr de tout le temps pouvoir récupérer ces unités plutôt intéressantes. Donc là, ouais, là, j'ai fait. C'est rare quand je fais le side, mais là, je trouve que le deck, en fait, peut un peu tout gérer et en fonction de quel match-up on va se retrouver, aggro mid-range ou, ou amélioration, on va pouvoir rentrer telle ou telle carte. Alors, contre un deck contrôle, le deck tel qu'il est de base est pas mauvais. Oui, non, je pense que le deck, en effet, il est plutôt fait pour tourner contre contrôle au départ. Après, de toute façon, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'essayer de out-control le contrôle, c'est probablement que vous avez perdu. Parce que forcément, il y a des gens qui se diront oui, mais on peut rajouter un restock, on peut rajouter une troisième vigilance contre contrôle, etc. Ouais, mais c'est plus le même deck du coup. Non, c'est ça, voilà. C'est que si vous commencez à essayer de faire ça contre contrôle, c'est ça. Si vous essayez de faire ça contre contrôle, c'est que vous êtes déjà dans une situation où vous essayez de le battre sur son propre terrain. Et le principe du deck midrange, c'est de pas battre le deck sur son propre terrain, c'est de battre le deck justement en allant dans la direction opposée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand vous jouez face à un contrôle, vous allez essayer de l'agresser en early. Et c'est pour ça qu'on a ces petites unités qui ont des super grosses ressources, qui ont des grosses stats. Lilobon, par exemple, c'est une carte qu'on a beaucoup citée, mais c'est vrai qu'une carte qui va donner en stat 3-2 bouclier pour 1, je peux vous assurer qu'un joueur contrôle va pas avoir envie de claquer un takedown qui vaut 4 ou des choses comme ça pour retirer une carte qui vaut 1. D'un point de vue ressources, c'est horrible, en fait, de devoir gérer ça. Et vous bouclier, ça vous permet de vous protéger des raids audacieux, des open fire, des choses comme ça. Donc non, le deck tel qu'il est, je suis d'accord avec toi, marche déjà contre contrôle parce qu'on n'essaye pas d'entrer sur leur terrain. On essaie juste de jouer normalement notre plan de jeu. Et c'est juste qu'on est plus rapide qu'eux pour finir la partie. Après, je l'ai joué un peu en tournoi. Ça tombe bien. Contre aggro, ça tombe bien. Contre midrange, très bien aussi. Amélio, c'est franchement, honnêtement, c'est là où ça fonctionne le mieux. Ouais. Enfin, en tout cas, sur mes parties. Hein. Mais j'ai pas pu jouer contre un deck contrôle. Mais en tout cas, c'est très rigolo à jouer. Peut-être qu'un jour on testera. Très technique. Ouais, c'est très technique, vraiment. C'est assez fun. Faut vraiment. C'est pas un deck que vous allez pouvoir, comme par exemple avec Sabine Rouge, Sabine Jaune, vous le jouez dès vos premières parties, vous allez vous amuser. Donc, Kira, à moins que vous ayez un joueur vraiment confirmé, que vous ayez déjà la pleine conscience du deck, il va vous falloir 4, 5 parties avant de bien comprendre, ok, ça fonctionne comme ça, je vais faire dans ce sens, parce que c'est vraiment très technique, mais c'est très cool. Vraiment, quand vous l'avez bien pris en main, c'est très agréable à jouer. Et ça change. Pour le coup, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, je veux aussi préciser un petit point pour les personnes qui seraient intéressées dans le fait de faire le deck. Tu le dis dans l'article et je vais le redire ici, c'est pas exactement un deck qu'on va mettre dans la catégorie budget. Il n'y a pas non plus autant de cartes chères que dans un deck full control. Moi, je pense à les Hidden Blue qui étaient vraiment un enchaînement de légendaires qui coûtaient beaucoup trop cher. Mais on est quand même sur un deck où il y a 6 légendaires, c'est ça. Il y a Snog, Vador et Vigilance, c'est pas les moins chers. Dont Vador en plus, qui est toujours la légendaire la plus chère du jeu. Donc voilà, si vous voulez tester le deck, je vous conseille de le tester un petit peu, quitte à tester avec des proxys entre amis, choses comme ça, avant de l'investir ou avoir du bol par exemple. Après, il y a toujours des possibilités de remplacement. Je pense que par exemple le Vador, on peut probablement mettre un Maul qui est juste une rare en échange. On perd quand même un petit peu l'intérêt du deck et du Vador, qui est le fait de re-remplir le board et de reprendre le contrôle du board. Donc il y a des substitutions possibles, il y en a toujours, mais le deck marchera probablement un peu moins bien. Donc c'est pour ça que je dis, voilà,
si vous voulez le tester, mettez un Maul au lieu du Vador. Le Snoke, c'est un peu triste aussi de pas l'avoir parce que c'est aussi un gros finisher. Vigilance, je pense que c'est remplaçable, mais c'est assez compliqué. Donc, si vous n'avez pas le Snoke, en vrai, vous pouvez le remplacer par un Dooku, une rare. Oui, c'est vrai que Dooku il va avoir fait ce un bon truc de tour. pouvoir arriver et contrôle. Honnêtement, ça peut être un bon substitut. Vigilance, Je Vigilance, pense que Vigilance, c'est c'est la peut-être plus dure. la légendaire à avoir. C'est Ouais. peut-être la légendaire. S'il en faut une, c'est vraiment Vigilance. Et en Après, général, c'est c'est pas bien une parce carte, que c'est pas une carte que je vois disparaître de la méta vigilance de toute façon. Et dès qu'on joue c'est bleu, ça. on a envie de l'avoir dans le deck. Donc, je pense Ce que sera si vous pas voulez un jouer bleu, achat achetez-la en fait. perdu. Exactement. Oui, Ça, puis c'est même une si base. vous jouez, même pas double bleu. Oui, juste Regardez les bleu. decks qu'on a présentés. Iden rouge, moi je la mettais. Hmm. Vador bleu, je la mets. Là, je la mets. Même pour 6, elle est excellente la carte. Ah, moi, de toute façon, quand je commence un deck bleu, je mets vigilance sur le côté et après, je fais le reste du deck. Donc, voilà. Donc voilà, vous inquiétez pas. Si vous vous dites, oh j'ai envie de jouer bleu, quel légendaire je dois prioriser? Ouais, vigilance, ça me paraît un bon call dans celle qu'on a dans ce deck-là. Je précise après selon le deck que vous jouez, etc. Mais vigilance, c'est un bon investissement. Mais le deck est pas budget. On a des decks un peu plus budget qui sont présentés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aux autres vidéos qu'on a prévues. Mais celui-là n'est pas budget, mais en tout cas, il est très fun. Je l'ai testé aussi, comme tu l'as dit, il est un peu compliqué à jouer au début, même pour moi qui suis quand même un gros joueur contrôle, qui a l'habitude de jouer, de réfléchir. Il y a ces petits moments où on va vouloir mettre un bouclier sur un truc et faire mais attends, je vais le tuer là si je mets un bouclier dessus, mince, mon tour ne marche pas. Enfin, il faut ces quelques parties de prise en main, mais je pense que c'est un deck qui va être très fun. On essaiera de vous présenter un duel dessus, je pense que ça pourrait être intéressant à l'occasion quand on sera de retour, parce qu'on part tous les deux en congé avec Astier, donc on va pas forcément être disponible pour tourner dans les prochains jours. Mais en tout cas, on essaiera à notre tour de voir pour peut-être vous faire une vidéo, peut-être justement contrôle contre Kira, que tu vois à quoi ça ressemble, ou autre chose, juste on verra bien. En tout cas, voilà, on essaiera de vous présenter. En tout cas, il y a aussi plein de duels là qui arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder les duels, à nous faire donner votre avis. Pareil, dans ces commentaires ici, n'hésitez pas à nous dire si vous avez testé le deck, si vous a plu, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous avez adapté. Comme je disais, moi par exemple, je sais que Vador et Maul, je peux en mettre. Ça me choquerait pas dans ma version, moi, de mettre des Maul à la place du First Light, même si ça fait perdre une contrebande. C'est des petits trucs comme ça qui vont s'adapter juste au feeling, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis. Et merci à tous pour votre soutien encore une fois, et merci à notre partenaire MaxiRev aussi de nous soutenir, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut vous faire ces vidéos. Donc, merci tout le monde, et à la prochaine. Merci à tous. À une prochaine. Ciao Ciao. et bon jeu.